Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le jeûne du Ramadan. Arrêtez de trop manger, c'est le docteur Avicenne, docteur Walid Mekedem. Il est ouvertement musulman. Il l'avait dit dans cette interview pour le site médical egora.fr, que vous voyez à l'écran, à l'époque où il avait 25 ans, en 2019. Enfin, à la maison, voilà, il a dit qu'à la maison, je cite, « On mange et vit algérien ». Lui-même est musulman pratiquant. Je cite, « En ce moment, je suis à Roubaix, la moitié des gens le sont. » Et il rigole. Il a grandi à Tourcoing, d'abord dans de petits HLM un peu pourris, puis une maison en centre-ville. Un père éducateur spécialisé et une mère professeure de mathématiques. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que on attend plus d'un médecin ouvertement musulman quand il s'agit du mois de jeûne de Ramadan. Parce qu'il le fait, lui et ses proches, tous les ans, depuis un certain nombre d'années. Alors j'espère qu'il n'a pas eu de problème de santé l'empêchant de le faire. En tout cas, il a une expérience que les médecins qui ne sont pas musulmans ne peuvent pas avoir, une expérience personnelle. Et donc, quand on ne connaît pas, le risque, c'est quoi le risque quand on ne connaît pas une culture de l'intérieur? Le risque, c'est d'avoir des mauvais préjugés. Des préjugés négatifs. Alors en ce qui concerne mes conseils alimentaires, eh bien vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans la playlist que j'ai appelée Ramadan. 6 vidéos déjà. Les titres, ils sont marqués là, vous regarderez. Alors, Avicenne, revenons à lui. Je lui avais déjà écrit un message privé, même 2 messages, et il m'a jamais répondu. Ensuite, j'ai déjà commenté ses vidéos. Je sais pas s'il a le temps de regarder les commentaires, enfin le temps ou l'envie de regarder les commentaires. En tout cas, normalement, il devrait savoir que ma chaîne existe. Normalement, il devrait être au courant que je critique ses vidéos. Et en fait, donc ça c'est important que je le dise. Oui, je répète des trucs des fois. Ça m'arrive. Ça fait partie de mon métier de médecin, de répéter des choses importantes. Si je le critique, si c'est pas pour le rabaisser, non, si je le critique, c'est pour le faire monter, justement. Le faire monter, pas en nombre d'abonnés, ça il a pas besoin de moi. Il en est à 136 000 abonnés, c'est énorme, pour une chaîne française médicale. Et parce que, avec mes origines maghrébines, si j'avais connu sa chaîne quand j'étais ado, ou au début de mes études de médecine, j'aurais beaucoup aimé sa chaîne. Je l'aurais pris comme modèle, je me serais identifié à lui. Et j'en aurais attendu plus de lui, en fait. Plus de lui que de quelqu'un qui n'aurait pas les mêmes origines. Oui, c'est comme ça. À votre avis, pourquoi les médias mettent des gens auxquels certaines personnes vont s'identifier? Parce que certaines personnes vont s'identifier. Bref. Alors j'ai juste vu les toutes premières dizaines de secondes du début de sa vidéo. Donc sa vidéo s'appelle Ramadan conseil médical, ouvrez les guillemets, arrêtez de trop manger. Alors attention, je sais pas si c'est lui qui dit ça comme conseil, ou bien si c'est pour se moquer de ce conseil-là. Parce que justement, mon expérience personnelle, c'est plutôt de voir de voir pas mal de musulmans qui ne mangent pas assez pendant Ramadan. Ils ne mangent pas assez à Sahur, c'est le repas du matin. Et donc quoi? Et donc au début ça va, la première semaine ça va, la deuxième semaine ça va. Et la troisième semaine, ils commencent à être fatigués. Et ils mettent ça sur le dos du jeûne de Ramadan. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas mangé assez. Et surtout à Sahur, c'est vraiment la base. Et donc, troisième semaine, ils sont fatigués. Quatrième semaine, ils sont fatigués. Parfois, ils perdent du poids alors qu'ils ne devraient pas. Parfois, ils ont un poids stable, mais il y a ce problème de fatigue quand même, en fait. Alors, le début de sa vidéo. Là, on est à 28 secondes. Il commence en anticipant des commentaires négatifs qui vont lui dire qu'il parle encore de Ramadan alors qu'il parle jamais de Noël. Moi, je balaye ça. Moi, je fais les vidéos que je veux, dans l'ordre que je veux, en fait. Et si quelqu'un n'est pas content, c'est pareil. Donc ça, c'est le premier truc. Et deuxième chose, je pense qu'il y a déjà suffisamment de médecins
catholiques ou d'autres religions pour parler de ce qui concerne les catholiques et d'autres religions, en fait. Je pense qu'ils sont déjà assez nombreux. Mais après, imaginons qu'une grecque orthodoxe passe et veuille que je donne des conseils pour son carême. Alors pourquoi je dis grec orthodoxe? C'est parce que quand j'avais mon cabinet de nutrition, j'ai eu un cabinet de nutrition pendant 5 ans, eh bien j'ai eu une patiente grecque orthodoxe qui m'a demandé des conseils. Et c'était un peu plus compliqué que le carême des catholiques. Il y a un peu plus de restrictions. Mais bon, on a quand même trouvé un moyen de lui donner un programme alimentaire dont elle ne s'est pas plaint. Suite de la vidéo d'Avicenne. Ah, 1 minute. Non, c'est bien son premier conseil. Arrêtez de trop manger. Et il s'inclut dedans. C'est ce qu'il dit. Il dit que de trop manger le soir n'empêchera pas d'avoir faim le lendemain. Bien. Bien, il commence à bien raisonner. J'attends la suite. Il parle des envies de sucrer le soir. Il donne un exemple de gens qui seraient capables de boire 1 litre de soda le soir. Bien, il est sur la bonne voie. Il dit que c'est contradictoire de faire un jeûne dans un but spirituel et de trop manger le soir, et d'être dans l'abus le soir. Ah, c'est bien, il est sur la bonne voie. Parce que rappelez-vous la vidéo où il disait qu'il voulait pas parler du côté spirituel parce qu'il n'est pas théologien. Rappelez-vous la vidéo où il avait dit ça. Mais il est sur la bonne voie, c'est bien, Avicenne. Ah, vraiment, là, je suis content, là. Ensuite, il dit que c'est pas normal de prendre du poids pendant un mois de jeûne. Bah, ça dépend pour qui. Il y a peut-être des gens trop maigres qui devraient récupérer du poids utile. Donc ça, Avicenne, le manque d'expérience. Avicenne, il y a des gens trop maigres qui font quand même le mois de Ramadan, des gens trop maigres, je parle pas des gens trop maigres de façon constitutionnelle, on va dire, mais des gens trop maigres à cause de différentes maladies. Tes médecins, tu vas leur dire « Ah, désolé monsieur, désolé madame, vous sortez d'une grosse maladie, ou alors vous avez une grosse maladie qui vous rend trop maigre, donc faut pas faire ce jeûne. » Eh ben, il va quand même le faire. Parce que, point. Donc ouais, il y a des gens qui devraient peut-être récupérer du poids utile pendant un mois de jeûne. Ah bah voilà, il est retombé dans ses travers. Il dit que c'est pas le médecin, que lui, il n'est pas le médecin qui va interdire de manger des trucs. Alors, il a fait tout un passage pour dire qu'il ne comprend pas les gens qui vont boire beaucoup de soda le soir. Et même en dehors du mois de Ramadan. Eh ben, alors, c'est le moment où je vais lui apprendre des trucs. Non, mon public, je vais encore rajouter. Je vais rajouter un truc que j'ai probablement pas dit avant. Alors, le soda, pourquoi les envies de sucre? Une des causes d'envie de sucre, c'est quoi? C'est le manque de protéines. Le manque de protéines dès le matin. En particulier d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Et ça, j'en ai parlé où? J'en ai parlé dans ma thèse. Ma thèse qui est en accès libre sur Internet. Et dont a parlé le coach sportif Geek & Fit sur sa chaîne. Donc le tryptophane, c'est un acide aminé. Alors imaginez qu'une protéine, c'est un collier de perles. Eh bien, un acide aminé, c'est une des perles. Et c'est un acide aminé dit essentiel. C'est-à-dire que l'organisme est incapable de les synthétiser. Tryptophane. Eh bien, le tryptophane, c'est un précurseur d'une molécule qui s'appelle la sérotonine. L'organisme est incapable de le synthétiser sans ce tryptophane. Et la sérotonine, c'est la molécule surnommée la molécule du bonheur. Celle qui fait qu'on est un peu plus serein que si on en manquait. Et d'ailleurs, une partie des médicaments qu'utilisent les psychiatres pour soigner leurs patients, ce sont des médicaments qui s'appellent des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui permettent, entre guillemets, je dis ça pour vulgariser, entre guillemets, ça permet de recycler la sérotonine dans le cerveau. Eh bien quoi? Regardez, donc c'est page 73 de ma thèse. Une sécrétion d'insuline permet un meilleur passage du tryptophane à travers la barrière hémato-encéphalique. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que le cerveau, il aimerait bien avoir plus de sérotonine, il aimerait bien pouvoir en fabriquer un peu plus. Donc il va réclamer du tryptophane. Donc soit il va réclamer un aliment qui en contient beaucoup. Je vous ai donné une liste ici, c'est marqué là. Fromage, œufs, viande,
graines. Quand je dis graines, c'est les graines oléagineuses, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, etc. Le chocolat, le poisson, les fruits de mer. Et si dans le sang, il n'y a pas assez de tryptophane, bah c'est là que le risque, c'est là qu'il y a ce risque d'envie de sucre et de glucides en général. Glucides, c'est tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, tout ce qui contient de la farine. Et ben quoi? Et ben ce sucre du soda, normalement, il va faire sécréter plus d'insuline. Et cette sécrétion d'insuline permet un meilleur passage du tryptophane à travers la barrière hémato-encéphalique. Et donc, docteur Avicenne, on ne peut pas à la fois ne pas dire aux gens quoi manger exactement, dans quelle quantité à chaque repas, et en même temps dire oh là là, je comprends pas pourquoi ils boivent 1 litre de soda le soir. L'explication, elle est déjà là, les données scientifiques, elles sont déjà là en fait. Alors, autre raison, donc là, mon public, voilà, je vais dire un truc de nouveau. Donc à propos du soda, bah en fait, en Europe, dans les pays occidentaux, bah, il y a eu énormément d'informations pour dire que le sucre c'est mauvais pour la santé, pour plein de raisons. Diabète, obésité, carie dentaire. Et donc, les industriels des sodas, ils se sont dit « Ah, attention, les ventes baissent, donc on va s'attaquer à l'Afrique. Toute l'Afrique. » Parce que eux, ils sont moins bien informés sur tout ce qui est prévention. Donc on va en profiter pour leur vendre des sodas pleins de sucre. Et autre chose, donc là, c'est pas politiquement correct, mais je vais le dire, parce que vous êtes là pour ça. Autre chose, c'est que le sucre qui donne de l'obésité, en Afrique, eh ben, il y a plein de familles où l'obésité est plutôt bien vue, en fait. Ça sera plutôt synonyme de bonne santé. Parce que la génération de mes parents, immigrés du Maroc, ils ont grandi dans la misère. Et donc, si t'étais maigre, c'était synonyme de mauvaise santé et de bientôt décéder, en fait. Il y aura pas, ça sera pas comme dans beaucoup de familles occidentales, il n'y aura pas de discours du genre attention, hein, le sucre ça fait grossir, attention, hein, le soda ça fait grossir, les bonbons ça fait grossir. Non, il n'y aura pas ça. Et c'est même le contraire, si l'enfant est plus gros, et ça je le dis, bah, Avicenne, docteur Avicenne, médecin généraliste. J'ai travaillé comme médecin généraliste. Voilà, j'ai un souvenir précis d'une mère de famille qui m'amène sa fille. Alors, je me rappelle plus du problème de santé pour lequel elle m'amenait sa fille. Je mesure sa taille, elle se pèse, je mets les croix sur les courbes de croissance. Ah oui, et la fille avait un poids normal, voire même elle était en bas de la normale en fait. Elle n'était pas dans la maigreur, mais elle était en bas de normal, et elle avait une croissance normale. Hein. Il n'y avait pas de retard de croissance, il n'y avait pas de perte de poids anormale. Et bien sa mère, d'origine maghrébine, avec son accent et avec son voile, elle m'a demandé si sa fille était pas un peu trop maigre. Je lui dis non. Regardez la courbe. Et elle me dit non, vraiment, vous êtes sûr? Qu'est-ce que je peux lui donner pour qu'elle grossisse? Parce que moi, je la trouve maigre. Et donc, je lui demande ce qu'elle mange, et ce que la fille mangeait, c'était tout à fait correct. Bah non, la mère, elle a insisté. Elle a insisté pour me dire que sa fille était trop maigre. Donc c'est ça qu'on attend de toi, Avicenne. Qui a Tourcoing, voilà, ton interview qui parlait de Tourcoing et de Roubaix. Maintenant, je sais pas où tu travailles. C'est ça qu'on attend de toi, Avicenne. C'est que tu dises, voilà, pourquoi. Alors lui non, voilà, lui non, il n'est pas attiré par les sodas. Eh ben moi si. Moi si, je suis attiré par les sodas, malheureusement. Et c'est très mauvais pour ma santé. Je ne ferai pas la liste des problèmes. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc c'est ça qu'on attend de toi, Avicenne. C'est cette plus-value-là que tu dises aux musulmans, donc parfois, souvent, d'origine de toute l'Afrique. Il n'y a pas que le Maghreb. Ah oui, zut, j'ai oublié d'ajouter Moyen-Orient. J'aurais dû dire Afrique et Moyen-Orient.
Pourquoi j'oublie le Moyen-Orient? Eh ben, parce que dans mon expérience de médecin, je voyais quasiment pas de gens du Moyen-Orient. C'est pour ça que je le dis pas automatiquement. Et même les enfants, les ados, s'ils sont trop gros, bah, ça va rassurer grand-mère. Donc là encore, alors, pourquoi est-ce qu'on mange des trucs très salés pendant Ramadan? C'est-à-dire la soupe. Donc là, il a donné l'exemple de la soupe, la shorba, et du pain. Quand on fait le jeûne du Ramadan, on doit aussi être privé de boissons pendant la journée. Quand on est privé de boissons et qu'on transpire, on perd de l'eau, mais on perd aussi des minéraux. Et on perd aussi du sel. On transpire, on urine, on perd de l'eau, on perd du sel. Donc on mange pas ça pour faire monter son hypertension. Non, non, on mange ça pour tenir la journée en fait. Ah, il vient de parler d'un truc intéressant, c'est le reflux gastro-œsophagien, les remontées acides. Donc ça, c'est pour ceux qui mangent, pour certaines personnes qui mangent trop lourd le soir et qui vont dormir juste après. Parce qu'on s'allonge, donc ça remonte. Ça, c'est un bon point. Donc vous voyez que je fais pas que dire des trucs négatifs. Ça, c'est un bon point à Avicenne, et je suis pas sûr d'en avoir parlé dans mes vidéos. Voilà, il vient de le dire. Il a dit qu'il allait pas rentrer dans les détails de ce qu'il y a dans l'assiette parce que c'est trop compliqué. Ça, c'est ce qu'on attend de toi, Avicenne, hein. C'est trop compliqué. Bah justement, on a besoin de toi pour nous expliquer des choses compliquées, en fait. Ça me rappelle le chirurgien Primum non nocere, chirurgien youtubeur, le pote de La Tronche en Biais et le pote de Geek and Fit qui a participé au clash contre moi. Bah en fait, c'est ça qu'on attend de toi, Avicenne. On attend que d'abord, tu nous donnes les problèmes, ensuite, tu nous donnes les solutions concrètes, pratiques. Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? C'est ça qu'on attend de toi. Ensuite, les gens vont essayer. Ensuite, les gens vont dire « Merci, docteur, expliquez-nous. Expliquez-nous le corps humain, expliquez-nous pourquoi ça a marché. Pourquoi avant j'avais le problème, et pourquoi en suivant vos conseils, je n'ai plus ce problème. » Donc, trop compliqué? Trop compliqué? Bah moi j'ai fait ça en 4 minutes 20, docteur Avicenne. Vidéo numéro 2, comment bien se nourrir avec la chrononutrition. 4 minutes 20. Est-ce que c'est compliqué? Bah non, 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 c'est simple. C'est simple quand on a étudié le sujet comme je l'ai fait. Là, d'un coup, ça devient très simple, en fait. Comme je l'ai fait, et évidemment, remerciement au docteur Alain Delabo, même si je suis fâché avec lui et que je n'ai plus aucun lien, avec lui, remerciement à lui, qui est catholique d'ailleurs, qui est ouvertement catholique et qui fait le carême. Donc oui, c'est pas trop compliqué, Avicenne. Donc ça, mon public, et si le public d'Avicenne passe par là, vous voyez la différence? Moi, je fais l'effort d'aller voir son contenu, alors que lui n'a pas fait l'effort de voir le mien. Sinon, il aurait compris que c'est simple, en fait. Il a dit de diminuer les rations le soir, 8 minutes 2. Eh ben, pour diminuer les rations le soir, il faut d'abord commencer par dire « Faudra se lever pour sahur et faudra faire un vrai repas consistant. » Parce qu'il va remplacer et votre petit déjeuner habituel et votre repas du midi habituel. C'est ça qu'il faut dire, Avicenne. Sinon, ils vont faire quoi? Ils vont se lever, ils vont prendre à sahur, ils vont prendre un truc léger, et le soir, ils vont rattraper ils vont rattraper leur petit déjeuner habituel, plus leur repas du midi, plus une partie du repas du midi habituel, plus faire leur dîner habituel. Ah, ça c'est un bon point. Il a dit d'arrêter le gaspillage. Ça, c'est un bon point. Il repart sur le médical. Alors, le gaspillage pendant Ramadan. Donc là, c'est Dr Damou qui parle. Gaspillage pendant Ramadan, c'est quoi les causes? Première cause, soit c'est les personnes habituelles qui vont manger entre elles. Ça peut être une personne seule, ça peut être un couple, ça peut être une famille. C'est toujours les mêmes personnes qui vont manger entre elles le soir. Comment éviter le gaspillage? On évite le gaspillage en leur donnant un programme alimentaire précis, avec des aliments précis et des quantités précises. Comme ça, au moment de faire les courses, ils sauront quelle quantité acheter. À la cuisine, là où les personnes qui cuisinent sauront quelle quantité cuisiner. Ils sauront quelle quantité poser sur la table, pour que chacun mange les mêmes quantités habituelles. Comme ça, ça diminuera le gaspillage. Ensuite,
Ouais, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, pour éviter le gaspillage, alors je vais parler de ce que je connais. Alors attention, en fait, le mois de jeûne du Ramadan, c'est aussi l'occasion de faire un bon repas le soir avec des invités. Et malheureusement, donc là je fais notre autocritique, malheureusement, quand on a des invités, on a tendance à acheter beaucoup trop à manger. Donc ça, il y a une part culturelle. Il y a une part culturelle qui est que on ne sait jamais combien d'invités on va avoir. C'est-à-dire que si tu organises un mariage au bled, c'est pas comme ici, hein, c'est pas comme en France. Il n'y a pas les faire-part et personne d'autre vient. Non, non, au Maroc, faut prévoir beaucoup plus de nourriture que le nombre d'invités que tu as invités. Parce qu'il y aura forcément des gens qui vont venir en plus. Et donc ça, c'est une coutume de cuisiner un peu trop au cas où quelqu'un viendrait en plus, en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme ici où on téléphone avant de venir, et où on téléphone 2 semaines avant. Non, non, à tout moment, il y a un invité qui peut s'inviter, en fait. Et donc, culturellement, on va cuisiner au moins une portion de plus, au moins. Et donc quoi? Et donc risque de gaspillage, ou bien risque de trop manger, avec les conséquences du début de la vidéo. Donc à Vicenne, c'est ça qu'on attendait. Pourquoi on mange trop? Une des raisons, c'est que la maman, la chef de famille, eh ben, elle a trop cuisiné au cas où il y aurait 1 ou 2 invités en plus. Et maman, elle a grandi dans la misère. Et donc l'enfance de maman, c'est quoi? L'enfance de maman, c'est on mange ce qu'il y a sur la table, même si on n'a plus faim, parce qu'on ne sait pas si demain il y aura encore à manger. Et ils retranscrivent ça ici en France, même quand ils ont les moyens de se nourrir correctement. Donc elle cuisine trop, 1 ou 2 portions de trop, il en reste sur la table, et maman elle dit mange, finis, allez, il faut que tu finisses. Toi tu dis non, j'ai plus faim. Et si tu dis non, j'ai plus faim à ta mère, eh ben, elle le prend comme une insulte. Elle le prend pire qu'une insulte. C'est comme si tu ne l'aimais plus, en fait. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Soit elle croit que ce qu'elle a mangé, c'était mauvais, parce que tu prends pas parce que tu finis pas alors que t'as plus faim. Soit elle croit que tu l'aimes plus, ou que t'as un problème, ou que t'es malade. C'est ça qu'il faut dire à Vicenne, c'est ça qu'on attend de toi. Donc là, il insiste sur les excès du soir. Parce que ça serait peut-être un petit peu valable aussi le reste de l'année, en fait. Hein. Donc son conseil, c'est... Donc là, on est à 9 minutes 54. C'est de manger modéré le matin et le soir. Il dit que le principe du jeûne, c'est de toute façon d'avoir faim et d'avoir soif. En fait, il y a différents types de faim, docteur Avicenne. C'est ça qu'on attend de toi. Parce qu'il y a une énorme différence entre « Ah, j'ai mal au ventre, j'ai trop faim, ah !» et le ventre qui gargouille, surtout au taf, pendant la réunion, avec les collègues et avec le chef. Il y a un gros silence, et t'as ton ventre qui gargouille, et tout le monde voit que ça vient de toi. Il y a une différence entre ça et avoir juste un petit creux au moment de l'heure du midi, en fait. Un petit creux au moment du midi et puis ça passe. Un petit creux vers 17h et puis ça passe. Il y a une énorme différence en fait. Donc ça, ça dépend. Chez beaucoup de gens, ça va dépendre de ce qu'ils ont mangé à Sahur et au Ftour. Surtout à Sahur. Eh ben, je suis d'accord avec toi sur ce point, 10 minutes 47. Il dit qu'avoir des bouteilles de soda sur les tables, c'est pas normal. Il a raison. C'est-à-dire qu'au bled, les anciens, quand il y avait des repas de famille, le soda, il était bu uniquement par les gamins, les enfants, les ados. Point. Point. Les adultes, j'ai jamais vu, au Maroc, j'ai jamais vu un adulte de la génération de mes parents, mes oncles, je les ai jamais vus boire une goutte de soda. Eux, c'était soit de l'eau gazeuse pendant le repas. Et nous, non. Nous, non. Nous, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, et pourquoi pas à 50 ans, nous allez, ça va être du soda.
Et puis on va aller chez l'épicier arabe. Et l'épicier arabe, il va nous vendre des sodas du bled. Et donc il y a la nostalgie en plus. Il va profiter de ça pour nous vendre des sodas à nous et on va boire ça. Hein? Bah non, faut qu'on arrête ça. Et je m'inclus dedans. C'est pour ça que je râle autant. Ah, il dit qu'il va peut-être en reparler dans d'autres vidéos. Bah il serait temps, hein, depuis le temps qu'il fait des vidéos. Depuis 2017, depuis septembre 2017, et depuis le temps qu'il est musulman, bah il serait temps. Il serait temps qu'il aille plus loin que ce qu'il a dit là, en fait. Voilà, comme dit Avicenne, ciao ciao. Ciao ciao, et vraiment, c'est quoi la plus-value, en fait? Je fais exactement la même conclusion qu'il y a un an, dans la vidéo que j'ai appelée ce que Avicenne ignore sur Ramadan et diabète, les lacunes d'Avicenne. Je fais exactement la même critique. C'est quoi la plus-value, en fait? Ça sert à quoi d'avoir un médecin ouvertement musulman si c'est pour entendre la même chose que ce que dirait n'importe quel islamophobe? N'importe quel islamophobe dirait « Oh bah les musulmans, vous avez vu tout ce qu'ils bouffent pendant Ramadan? Et ils font un mois de jeûne, mais ils s'empiffrent le soir, ces bandes de morphales. » Bah c'est exactement... Et donc bah c'est exactement ce que j'entends, enfin ce que je lis, parce que ça ils le disent pas forcément à l'oral, bah, c'est exactement le genre de commentaires islamophobes que je lis sur le site F2 Souche. F2 Souche, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site ouvertement d'extrême droite qui veut une France 100% blanche et 100% catholique ou athée. Ou chrétienne en tout cas. Voilà pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.